Le podcast L'argent fait le bonheur a été imaginé avec Yomoni. Yomoni, c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité. Et en toute transparence. Depuis maintenant 6 ans, Yomoni révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances-vie sans avoir à s'en occuper. Parce que votre argent peut faire le bonheur, le vôtre et celui des autres. La première fois que j'avais l'impression que j'avais gagné un peu d'argent, c'était il y a très longtemps malheureusement. Je sortais de tas d'emmerdes et j'avais une série qui s'appelait Raon qui a commencé vraiment à cartonner, à payer mes dettes et à faire un peu du gras, quoi. J'ai été le premier fantasme, c'était le fantasme de l'écran géant. Donc je voulais m'acheter un écran géant dans un magasin, vraiment un super écran géant de l'époque, comme il y avait très peu de gens en avaient, quoi. Je voulais me payer ça. Et ensuite, ça a été les restaurants étoilés. Donc j'ai pris l'avion avec mon épouse et on a filé chez Maxime, à l'époque qui avait 3 étoiles. À Paris, ou à la Tour d'Argent d'abord. On a filé à la Tour d'Argent pour se faire un restaurant étoilé. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, parce que pour moi, là-dedans, j'étais même pas habilité à nettoyer la table, quoi. Donc j'étais un usurpateur. Puis après les voyages, tout ça. Mais le premier, je me souviens, c'est l'écran géant. Ça, c'était le super écran géant. Je m'en souviens très bien, parce qu'à l'époque, et je l'ai toujours, je suis un grand fan de Colombo. Et à l'époque, j'avais une religion qui était une belle bouteille de vin, avec une super pizza et un Colombo. L'argent. 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 Et qu'est-ce que vous en feriez? Le bonheur. Le bonheur. L'argent Fait. L'argent fait le bonheur. Bonjour à tous et bienvenue dans L'argent fait le bonheur. Pour ce 4e épisode, je vous emmène à Paris, dans les allées tapissées du luxueux hôtel Pullman, dans le quartier de Bercy. J'aurais pu rencontrer notre homme du jour à Ollioules, dans le Var, où il est né, ou bien à Toulon, là où il s'est fait connaître, d'abord comme patron de Soleil, une maison d'édition de bande dessinée qui a fait sa fortune, puis comme président du RCT, le club de rugby de la ville, où il en a perdu une partie. Pourquoi ? Eh bien parce que pour Mourad Boudjelal, l'argent n'a pas de valeur. Ou si, celle de se faire des kiffs en attendant de mourir, comme il le dit. Le kiff de gagner une Coupe d'Europe avec la ville qui vous a vu naître, par exemple. Le kiff d'offrir une belle vie à sa mère, concierge, et à son père, fonctionnaire. Le kiff aussi de faire ouvrir un salon privé en un claquement de doigts pour une interview de près d'1 heure où il aborde ses engagements associatifs, sa culpabilité de transfuge de classe et son travail dans les cités, son grand cheval de bataille. Bref, la vie pas banale d'un beurgeois, comme il a fini par se faire surnommer, qui, vous allez le voir, n'est pas qu'une grande gueule. L'argent fait le bonheur. J'ai jamais eu de paye. J'ai jamais été salarié dans ma vie. Donc je sais pas ce que c'est qu'une paye. Jamais. J'ai monté toujours mes boîtes. Donc j'ai toujours monté une brille, j'ai monté une maison d'édition, j'ai récupéré un club de rugby, j'ai une dizaine d'entreprises, mais je n'ai jamais été salarié, donc je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais eu de fiche de paye. Quand je souhaitais faire un crédit, ce qui m'arrivait, par exemple, au début, je donnais mon avis d'imposition. Voilà. Et pour moi, quand j'étais gamin, tout ce qui était au-dessus du SMIC, c'était la richesse. Quand tu gagnais plus que le SMIC, tu étais riche. Voilà. Et à l'époque, le SMIC, c'était, je crois, 2000 francs. Voilà. Donc c'est un rapport très humble, hein, je veux dire, voilà, parce qu'on était une famille de 6 avec un SMIC. Mais moi, j'avais une particularité sur l'argent, c'est qu'à 11 ans, je gagnais plus que mon père, déjà. Voilà, donc c'est moi qui gagnais le plus d'argent dans la famille, très très jeune, par des subterfuges que j'avais trouvés, où je me levais très tôt pour acheter au marché aux puces des bandes dessinées qui valaient cher, mais comme je les achetais à 5h du matin, je les revendais à 10h à des gens qui se levaient pas tôt, et je les revendais beaucoup plus cher. Il m'a même arrivé des fois de les revendre à celui à qui je l'avais acheté. J'avais des copains qui pour moi étaient riches, hein, alors qu'ils étaient pas riches, les pauvres. Mais bon, pour moi, ils étaient riches, voilà, parce qu'ils avaient une maison présentable. Et moi, je me suis dit, je vais aller chercher ce que la vie m'a pas donné. Je vais aller le chercher tout seul, quoi. Voilà, parce que on m'a rien donné, mais c'est pas grave, je vais aller me le chercher. Je suis parti d'une connerie, je sais pas ce que c'était qu'une entreprise. Je voulais faire éditeur, hein, ça je l'avais dans la tête. Et je sais pas comment on faisait pour y arriver. Et donc j'attendais le moment où la vie me donne le lien, quoi. Et le lien, il est arrivé à travers une personne ça vous fait rire, qui avait un sex shop en face et qui voulait faire de l'édition de BD de cul. Et donc j'ai dit, on va le faire ensemble. Mais je savais que c'était pour un très court temps, en me concernant, mais que ça me donnait le pied à l'étrier, quoi. Et ensuite, au bout de quelques mois, je suis allé voir un banquier et je lui ai demandé de me prêter 50 000 francs, 7 500 € pour monter mon capital social. Il a accepté parce que mon père était fonctionnaire et s'est porté caution. J'ai emprunté cette somme sur 5 ans et j'ai monté ma boîte en jouant sur le fait que
que je payais à 90 jours, mais que j'étais payé de suite parce que j'avais des traites. Donc j'ai fait un peu de cavalerie comme ça au début pour m'en sortir, mais à un moment donné, j'avais plus trop de chevaux, quoi. Et puis bon, j'ai eu la chance d'avoir, au moment le pire, quoi, là où j'allais m'écrouler, j'ai eu la chance de connaître des best-sellers. Et les best-sellers, ça fait du bien. L'argent fait l'argent fait le bonheur. Pendant 24 ans, entre 1987 et 2011, Mourad Boudjelal va passer du rien au tout. Avec Soleil Éditions, il s'associe avec Antoine Gallimard, le symbole de la rive gauche. Il réussit même à accomplir aux États-Unis le rêve de tout éditeur de bande dessinée, travailler avec Marvel. En 2011, il revend ses parts et ses 34 millions d'euros de chiffre d'affaires à Guy Delcourt, un Roubaisien, patron des éditions du même nom. L'ironie de l'affaire, c'est donc que Boudjelal est devenu riche dans un métier dont on dit qu'il ne paye pas, et surtout grâce à Rahan, un héros préhistorique aux longs cheveux blonds qui ne possède rien d'autre qu'un coutelas de chasse en ivoire, un pagne et un collier à 5 griffes. Après en avoir racheté les droits, en 1989, il en vendra 8000 exemplaires en 3 jours, 22 000 en 3 mois. L'argent fait le bonheur. Souvent, les bonnes idées, elles existent, elles sont en l'air. Il ne s'agit pas de les trouver, il s'agit juste de les attraper, quoi. Et là, c'est le cas. Enfin, Rahan m'a permis de sortir de la moise, quoi, c'est sûr. Après, j'ai eu la chance de faire plein de best-sellers, d'être le leader en heroic fantasy, des BD comme Landfust. Je me suis aussi beaucoup amusé avec les blondes. Quand j'ai lancé les blondes, on a vendu des millions, quoi. C'était un succès hallucinant. Mais l'argent, moi, j'en parle de façon très libérée parce que j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent, moi. Moi, j'ai fait ça pour faire des livres, pour faire des bouquins. Je voulais faire des livres et que les gens aiment. Et il se trouve que quand les gens aiment les livres que vous faites, ils en achètent. Et qu'ils en achètent beaucoup, et qu'ils en achètent beaucoup, vous gagnez de l'argent. Mais dans ma vie, chaque fois que j'ai décidé de faire quelque chose, je me suis jamais dit comment je vais faire pour gagner de l'argent. Je me suis toujours dit qu'est-ce que j'ai envie de faire. Sinon, j'en aurais gagné beaucoup plus. Il y a plein de choses que j'ai laissé passer parce que ça m'intéressait pas. Je veux dire, gagner de l'argent, je sais pas, j'ai du respect. J'ai plein de personnes que je connais qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi dans des métiers que je ferais pas parce qu'ils m'intéressent pas. Il n'y a pas de dimension spectacle, il n'y a pas de dimension rêve, il n'y a pas de dimension donner du bonheur aux gens, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc je fais pas n'importe quoi. Je veux dire, je cite souvent Mohamed Alkrat pour qui j'ai un respect énorme. 40 000 salariés, un des plus gros entrepreneurs français, vendre des échafaudages, je l'aurais jamais fait. Ça m'aurait fait chier, quoi. Même si on gagne des milliards, je m'en fous. Si à me passer ma vie à vendre des échafaudages et gagner du pognon, que je n'aurais pas le temps de dépenser, ça m'intéressait pas. Donc j'ai jamais été dans des délires d'amoncellement d'argent, toujours de me dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me fait plaisir? Et quand vous le faites bien, vous arrivez à gagner un peu d'argent, quoi. Je distribue pas beaucoup. La façon dont j'ai distribué, moi, c'est en créant des emplois, je crois. J'ai toujours créé beaucoup d'emplois. C'était un truc, c'est de me dire que on a une responsabilité en tant qu'entrepreneur de créer quoi, de faire travailler et de créer de l'emploi. Et puis c'est aussi le plaisir de travailler avec des gens, quoi, d'être dans un projet collectif. Donc ma façon à moi de distribuer, c'était celle-là. J'ai même eu des fois des effectifs qui étaient un peu, je parle pas dans mes clubs, hein, qui étaient un peu surévalués, mais c'était pas grave. Parce que c'était bien, on a un rôle, quoi, je veux dire. On a un rôle, et c'est notre façon de distribuer. J'aurais pu, effectivement, gratter, avoir moins de monde et gagner encore plus d'argent. Mais je l'ai pas fait, voilà, je l'ai pas fait. Après, voilà, je suis parrain de trucs, tout ça, mais je n'ai pas besoin d'en parler parce que je ne fais pas ça pour que ça se sache. Non, puis ce mec, il est bien, regardez, il fait ça, il fait ci, non, ça m'intéresse pas. Ce qu'on fait dans l'associatif, c'est, comme disait Brassens, c'est comme son cul, on le montre qu'à ses maîtresses et à ses médecins, quoi. Voilà, on a besoin de le montrer à tout le monde, voilà. Donc, c'est mon problème. Moi, une fois, j'ai essayé d'arrêter le temps, en me disant, je vais me poser. Alors, je me souviens, j'étais à Miami, au Delano, qui était l'hôtel branché de l'époque, ça l'est plus aujourd'hui. Et il était midi, j'étais au bord de la piscine, et j'avais 2 bungalows, et je me suis dit, je vais me commander un Dom Pérignon avec du caviar. Et je vais mesurer l'écart qu'il y a entre la rue Baudin, d'où je viens, à Toulon, et le Delano à Miami, à côté de Will Smith, à boire du champagne millésimé et manger du caviar à midi. Voilà, mais c'est passé le moment. Voilà, mais c'était juste un kiff que je me prenais pour me dire, est-ce que ça peut s'arrêter 5 minutes, juste mesurer tout ce qui s'est passé pendant ces années pour en arriver là, parce que ça n'a pas toujours été facile, quoi. Le problème, c'est que le temps passe et que ça s'arrête jamais. Il y a jamais de moment arrêté. Donc, on n'a pas le temps de réaliser, et puis on est pris dans un tourbillon, quoi. Je sais qu'il m'arrivait de prendre une bouteille de vin en me disant que je bois un SMIG. Mais moi, j'ai toujours le SMIG en repère. C'est-à-dire que la culture du pauvre, on la garde toute sa vie.
Alors moi, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, si demain tout s'écroule, comment je fais pour vivre avec un SMIC? Alors c'est grossier ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui vivent avec le SMIC, je veux dire, et moi je me la pose la question, et des fois je me dis, mais t'as vu, t'as ça, mais j'ai pas cette notion-là du tout. Moi j'ai la notion où tout peut s'arrêter. Parce que quand on a la culture du pauvre, on a la culture de... ça va s'arrêter parce que c'est pas normal, c'était pas comme ça que ça devait se passer, quoi. Et moi je suis toujours dans cette logique, donc j'ai beaucoup de crainte, j'ai beaucoup de peur, et pourtant je thésaurise pas, quoi. Parce qu'en même temps je suis un oxymore ambulant, je pars du principe que le présent n'existe pas, que tout est furtif et que tout s'arrête, et que donc il faut profiter avant que tout s'arrête. Surtout ce qui est perturbant, c'est que... Enfin, mon père, il est plus là, mais maman est encore là. Je veux dire, il réalise pas que ça va pas nous manquer. Mais il réalise pas. Je veux dire, moi, ma maman, c'est expliquer des gens dans une famille arabe, expliquer déjà éditeur de bande dessinée, c'est compliqué, quoi. Parce que c'est tu fais des Mickey, quoi. C'est ça. Et expliquer que sans manquer de respect à personne. Moi, je pense que ma maman, elle sait pas compter jusque-là, quoi. Elle peut pas réaliser, quoi. Voilà. Elle est pas dans cette logique-là, et je le comprends. Je pense qu'elle s'en doute pas. Elle est dans ma logique du début. Elle doit se dire, bon, il doit gagner 1,5 fois le SMIC, donc c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, il est riche. L'argent fait l'argent fait le bonheur. En 2006, Mourad Boudjelal se lance un nouveau défi et devient président du RCT, le Racing Club toulonnais, alors en Pro D2. Il entame un recrutement XXL en injectant de sa poche plus de 10 millions d'euros, bousculant le monde du rugby avec son verbe fleuri et ses résultats sans précédent. Avec le RCT, Boudjelal monte surtout de nombreux partenariats avec des associations locales. Les Restos du Cœur, Voix de Femmes, Solancy, Andibou qui recycle des bouchons en plastique pour en faire des fauteuils roulants, Phoenix Sport qui récupère le matériel toulonnais pour le redistribuer aux clubs de quartier, ou encore Assure-moi un projet, une association qui œuvre pour l'accession au métier du courtage des seniors et des plus jeunes. Mais le projet de sa vie, c'est autre chose, le top 14 des cités. Un tournoi de rugby, mixte, pour redonner à une jeunesse en manque d'idéal l'envie de réussir. L'argent fait le bonheur. On est allé repérer dans des cités îlots proposés. Moi, j'y suis allé dans quelques-unes, hein, pour revendre mon projet. Ensuite, on a fait le choix des maillots. Chaque cité avait un maillot différent, donc il y avait eu le choix de la couleur pour chaque cité. Et ensuite, il y avait la préparation, quoi, avec des objectifs. Alors, ils sont venus au club avec les préparateurs physiques du club, avec pesée, exercice, tout, hein, comme des pros. Et il y a plein de gamins qui disaient « Ah putain, mais ça me plaît finalement, ça me plaît finalement ». En fait, on sent que plein, il leur manque un truc et une passion, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir une. Hein. Et que si on leur donne une passion, ça peut régler beaucoup de problèmes, quoi. Il y avait un trophée, ouais, qui a été gagné, qui a été remis par la ministre des Sports. Mais moi, j'étais très content. Et puis ça continue, quoi. Je crois qu'ils ont gardé mon idée. C'est bien. C'est bien d'avoir continué parce que ça fait partie du rôle, surtout d'un club de rugby avec sa spécificité et du rugby, avec toutes les différences physiques et tout, des joueurs, cette symbolique qui à mon avis, est très forte, qu'il y a que dans le rugby, quoi. Au foot, vous pouvez avoir 11 mecs pareils, vous pouvez gagner. Au rugby, non. Le sport a un côté inclusif, et moi je suis pour une société inclusive. C'est très important, où on peut accepter chacun avec ses différences. Et je trouve que dans le rugby, c'est la symbolique de ça. Le rugby est un sport où pour jouer, il faut être différent. Il faut des grands, il faut des gros, il faut des mecs qui courent vite, des mecs qui sautent haut, il faut des petits pour des stratèges, petits demi de mêlée, c'est jamais très grand. Et donc ces différences font que ça fait une belle équipe. Mais que grâce à ces différences, si vous avez 15 mecs qui sont pareils, vous allez perdre. C'est pas possible. Et ensuite dans le rugby, il y a des valeurs qui sont importantes, c'est la compétitivité, c'est le sens de la compétition, le respect de l'adversaire et le respect de l'arbitrage. C'est la loi. Et vous pouvez gagner que si vous respectez tout ça. Voilà. Et je trouve que c'est une belle symbolique de la société, le rugby à ce côté-là. Et donc, je défendais ces valeurs-là dans des cités, tout ça. L'identité à un maillot aussi, qui peut être assimilé à un drapeau, à une république. Voilà, on défend tous, avec nos différences, on défend tous le même maillot. Le mec qui pèse 140 bars et le demi de mêlée qui va en peser 85 et mesurer 1m60, ils défendent le même maillot avec leurs différences. Il y a des blacks, il y a des blancs, il y a de tout. Et ils défendent tous le même maillot et ils ont la même joie quand ils gagnent. Et au RCT, ce que j'ai essayé aussi de créer, qui était important pour moi,
C'est une sorte d'aéroport. J'ai pris des mecs de tous les continents et je suis parti du principe qu'on était plus proche d'une personne avec qui on vivait les mêmes joies et les mêmes peines, même si on était né à 10 000 kilomètres d'écart, qu'un voisin dont on n'a rien à foutre. Donc le message que je voulais faire passer, c'est que c'est pas la couleur de peau qui est importante, c'est pas la latitude ou la longitude où on est né. Ce qui est important, c'est les gens avec qui on partage des émotions, des joies et des peines. Et voilà, et qu'on se fout totalement de la couleur du mec qui est en face que de nous, quand on partage les mêmes joies et les mêmes peines. En résumé, je veux dire, il n'y a pas de race, il n'y a que des êtres humains, quoi. Enfin, moi, en quelque part, je fais partie de l'ancienne génération, j'ai 61 ans. Et je fais partie de la première génération d'enfants d'immigrés. Mes parents sont venus dans les années 50, au début des années 50, chercher du boulot, avec l'idée qu'ils allaient toujours rentrer au pays. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que leurs enfants qui naîtraient ici seraient français. Et donc, ils sont restés dans le pays où étaient leurs enfants. Moi, je me bats pour qu'on soit une génération référente, ce qu'on n'a pas été. Donc, on a une part de responsabilité. Je veux dire, il n'y a pas eu de génération référente dans la première ou dans la deuxième génération qui a envoyé ce message de dire la fatalité en dessous, c'est pas vrai, parce que regardez, on a réussi et on va tirer. Quand même, on va essayer de. Il n'y a pas eu d'exemple, pas beaucoup. Alors ensuite, il y en a eu dans le foot, dans la musique, pas beaucoup dans le monde de l'économie. On a loupé un truc en n'ayant pas une génération référente qui permettait d'entretenir l'espoir et de dire que c'est pas impossible, parce que sincèrement, ça l'est pas. Moi, je me souviens que j'avais visité à la Courneuve une pépinière de start-up. Je veux dire, il y a des talents incroyables. Il y a vraiment des talents et des... Voilà, donc moi j'ai un peu cette culpabilité égoïste que notre génération, la première, n'ait pas du tout été une génération référente. Ça, c'est sûr que je l'ai, cette culpabilité. J'ai du mal à prendre un Uber, par exemple, sans faire un selfie, quoi. Je le sais. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils me disent on est content d'avoir quelqu'un qui parle d'économie, par exemple. Puis voilà, moi, vous savez, mon père, je l'ai vu baisser la tête quand on le traitait de sale arabe. Parce que c'était les années 60, c'est une époque raciste, quoi. C'était compliqué. Voilà. Et moi, j'ai dit que je baisserais jamais la tête. Voilà. Et que j'aurais des raisons de ne pas baisser la tête. C'est ma façon à moi de vouloir être une génération référente. Et à Toulon, je veux dire, aujourd'hui, j'ai donné des arguments aux gamins à qui on va dire sale arabe. Il va dire, ouais, mais enfin, il y en a un qui a ramené trois coupes d'Europe. Hein. C'est pas mal. Voilà. Donc, j'ai essayé de donner des réponses, quoi. Regardez aux États-Unis, je veux dire, les Blacks ont apporté le jazz. Les Italiens ont apporté le cinéma. Chacun a apporté un truc et ça fait un grand pays. Ça fait un très grand pays. Et moi, j'ai envie que la France soit ça aussi, que chacun apporte, quoi. Et souvent, les gens qui nous disent, ouais, mais il y a des... ils sont dans l'assistanat. Ce qui m'amuse, c'est qu'eux-mêmes le sont. Souvent, il y a des hommes politiques qui n'ont jamais bossé de leur vie, qui sont entretenus par la République depuis la nuit des temps, et qui reprochent à d'autres, alors qu'eux, ils coûtent beaucoup plus cher. Donc moi, j'ai envie d'un pays inclusif où toutes les cultures peuvent s'exprimer. Je pense que la France, s'il n'y avait pas la culture urbaine depuis 20 ans, on se ferait chier. Que la culture urbaine a beaucoup apporté. Avant, la culture gay a énormément apporté au pays, je veux dire. Et ce mélange de cultures qui ne sont pas des cultures comme certaines nous le vendent judéo-chrétiennes, mais ces cultures aussi apportent à notre pays, qui est le pays par essence de la culture dans le monde, depuis des années apporte énormément, nous permet de garder un rang important. Il y avait un truc que j'ai pas pu faire et que j'ai regretté. Je voulais monter un truc qui s'appelle Les Enfants de Mayol. Et c'est moi qui n'ai pas été assez autoritaire au RCT, parce que j'ai lancé plusieurs fois l'idée et personne n'a suivi, parce que j'aurais dû taper du poing sur la table. Et mon idée était que les supporters parrainent des enfants de pays du tiers-monde, qu'on aurait appelé les enfants de Mayol, et qu'au fil des saisons, on donne des nouvelles de leur scolarité et tout ça, et qu'un jour, on les invite à Mayol, quoi. Et donc, avoir, je ne sais pas, si c'est l'ensemble des supporters, ça aurait fait, à mon avis, une vingtaine de gamins, quoi, qui étaient les enfants de Mayol et qu'on aurait accompagnés. Et je l'ai dit plusieurs fois, et bon, on m'écoutait pas toujours. Je suis assez sensible aux gens qui sont nés du mauvais côté du monde, quoi, parce qu'on est le hasard d'une naissance, quoi. Moi, je suis français, je suis content d'être français, d'être né en France, parce que j'y suis pour rien, hein. Donc, j'en suis pas fier. Je suis pas fier de ce dont je suis pour rien. Et c'est mieux que d'être né au Rwanda, quoi. C'est mieux. Mais c'est le hasard de la vie. J'ai eu la chance dans un concours de spermatozoïdes, on va dire, d'être né ici. Il y a des tas de gens qui naissent dans des conditions et qui ont pas cette chance. Voilà. Et il faut pas s'étonner si un jour ça pète, quoi. Parce que est-ce que la planète aura toujours à être répartie comme ça? Moi, je pense que la réponse est non, et que ça va péter à un moment. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une partie du monde qui ne vit que pour une chose, c'est faire des régimes et ne pas grossir, et une autre partie du monde qui ne vit que pour une chose, c'est manger. Moi, cette idée des gamins, je veux dire, des orphelinats, j'aurais pu faire beaucoup plus d'actions, notamment sur l'adoption. Je trouve que j'aurais pu participer au débat où on était contre notamment l'adoption sur les enfants, sur les parents du même sexe.
Je voulais participer à ce débat, je ne l'ai pas fait. Ce qui est de dire qu'effectivement, dans un orphelinat au Rwanda, ils aimeraient bien avoir le problème de ne pas avoir d'avoir deux parents du même sexe qui les aiment. Ils ne seraient pas dérangés, pas d'avoir ce genre de problème, quoi, d'être adoptés, parce que ça sera mieux d'avoir de l'amour de deux personnes que l'amour dans un orphelinat, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ce genre de choses où j'ai trouvé qu'il y avait une attitude qui était égoïste d'un pays économiquement fort et qui avait une vision uniquement tournée sur lui, quoi. Je raconte souvent une histoire d'un coach que j'avais à Saint-Domingue. Et en vacances, je prenais un coach. Et aux États-Unis, un coach, ça coûte cher. Ça coûte, je sais plus, ça a de quoi coûter. À l'époque, ça avait coûté $70 par jour, quoi. Et lui, il me dit, puis je lui dis, c'est combien ça va me coûter? Je crois que c'était $10. Donc, je l'ai pas payé pendant une quinzaine de jours. Et au bout de 15 jours, je me suis dit, je suis à Saint-Domingue. Il n'y a aucune raison que je paye pas le coach comme aux États-Unis parce que c'était un très bon coach. Et donc, je l'ai payé comme je payais un coach aux États-Unis. Je ne vais pas profiter d'un pays où... Et le mec qui me faisait un peu la tête au début était très surpris, quoi. Et le lendemain, je le vois arriver avec des valises sous les yeux. Et je comprends pas. Et il avait un CD, à l'époque, c'est l'époque des CD. Et il m'a dit, pour vous remercier, j'ai passé la nuit à enregistrer, comme il savait que j'étais amateur de salsa et de merengue, à enregistrer les morceaux les plus rares que je pouvais trouver, qui, je pense, vont vous plaire. Et c'était un cadeau aussi, qui était aussi important que... Le mec, il a passé une nuit avec des valises sous les yeux à me donner un peu de sa culture. Voilà, c'est une valeur. C'est à part que c'est un concept qui n'est pas coté au CAC 40, ni au Nasdaq. Mais bon, c'est une valeur. Alors, si j'avais 100 millions d'euros qui tombaient, là, sincèrement, je pense que j'achèterais quelques joueurs, ça c'est sûr, pour renforcer mon équipe et éviter de descendre, ça c'est certain. Et après, je montrais... Avant, quand on gagnait de l'argent, on se disait comment créer de l'emploi. Maintenant, on se dit comment les placer. Et donc, je resterai sur avant. Je me dirais quel projet je peux monter pour créer de l'emploi. Je sais pas, par exemple, une chaîne de resto light. Ça n'existe pas. Voilà, une à manger, c'est de qualité, mais c'est light. Parce que plein de gens ont le problème d'aller bouffer toute la journée et de pas grossir, quoi. Par exemple, j'en ai d'autres. Voilà, c'est un projet comme ça, et donc je montrerai ça. L'argent fait L'argent fait le bonheur. Vous l'avez désormais compris, Mourad Boudjelal est un homme de défi. Alors celui du moment, c'est hier. Son club de football, plus précisément, dont il est devenu président il y a moins d'1 an, en juillet 2020. Il promet d'ailleurs une grosse annonce dans les semaines à venir concernant un projet avec une nouvelle association. Mais Mourad Boudjelal possède la notion du temps d'un canidé. Une semaine pour vous en vaut 7 pour lui. Alors, retour au présent. Vous vous souvenez quand je lui demandais sa première dépense dans la vie ? Rebelote, mais en faisant l'inverse. Je lui ai demandé quelle était la dernière chose qu'il avait achetée avant de venir. Je suis allé acheter une connerie à bouffer pour ce soir. Une salade. Ouais, un truc light parce que je descends jamais au petit-déj. Parce que sinon je bouffe pour 3. Donc je m'achète une connerie la veille pour me faire un café le matin avec une connerie dans ma chambre. Une salade de Sodebo, pour tout dire. Thon, riz. Voilà, c'est très bien. Mais pas de problème à dormir dans un Formule 1, un Ibis, ça me dérange pas du tout, quoi. Quand je suis tout seul, je m'en fous complètement de... j'ai aucun goût de luxe. C'est ainsi que se termine cet épisode de L'argent fait le bonheur, alors que Mourad Boudjelal, lui, poursuit sa vie à 100 à l'heure. Après notre entretien, il est allé courir ses 10 km hebdomadaires sur son tapis de course. Alors que vous nous écoutiez en courant, en marchant ou avant de dormir, merci de nous avoir suivis et à bientôt dans L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'argent fait le bonheur, un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité. Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr.